Ignorant le drame de la bataille d'Arnhem, les Français ne cessent de fêter leur libération. À Varsovie, cependant, la résistance des Polonais a cessé et les Russes ont laissé les Allemands les écraser. Plus au sud, les Soviétiques ont pénétré en Yougoslavie. Aussi, pour sauvegarder leur position en Méditerranée, les Anglais débarquent à leur tour en Grèce. Est-ce seulement une libération ou le contrôle sur un pays qui, comme d'autres, pourrait passer aux mains des communistes ? Pour commenter les actualités françaises et américaines, nous sommes avec James Steele, britannique, plus précisément écossais, professeur à l'université de Glasgow et spécialiste de la résistance française. Alors James Steele, première question, où en sont, à la date où nous sommes, début octobre, les rapports entre De Gaulle et les Français? Ces rapports varient énormément en fonction, d'une part, de qui on est et surtout de ce qu'on a fait pendant la guerre. Il est certain que la libération pour De Gaulle est une occasion de rénovation. Mais par ailleurs, pour certains résistants, surtout pour certains maquis, ça aurait pu être aussi l'occasion d'une révolution. Et en fait, on est en train d'assister à une restauration. Il y aura donc énormément de déçus. Mais De Gaulle a besoin d'établir son autorité. C'est pour ça qu'il voyage en France. Alors il y a 3 volets à ces voyages, parce qu'ils ont une fonction politique. D'une part, établir son autorité et l'autorité des commissaires de la République. D'autre part, tirer sa légitimité du soutien populaire. Et troisièmement, c'est quelque chose qui va se passer dans les coulisses, enterrer les maquis. Eh bien, on va voir cela presque à l'image dans quelques instants aux actualités françaises. Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. Première étape, Lyon. Que les Lyonnais sont des gens froids. Déjà commence ce grand remous d'enthousiasme qui va ébranler le pays tout entier. Les capitales de nos provinces ont voulu crier leur joie aussi fort que Paris avait crié la sienne. Deuxième étape, Marseille. Marseille, la ville exubérante, ne peut pas être en reste, bien entendu. Et la Canebière crie « Vive De Gaulle !» C'est Toulon, encore ravagé. Le chef du gouvernement, après avoir visité l'arsenal, va s'embarquer à bord d'une vedette, car ici, le sol de France, c'est aussi la mer. Près du cadavre des navires sabordés, flottent déjà les navires bien vivants de notre nouvelle armée de mer. Quatrième étape, Toulouse. Le général de Gaulle y rencontre l'aviateur Doré, qui fut le premier à reconstituer chez nous une escadrille de chasse. James Steele, ici, De Gaulle serre la main au fond des troupes régulières.
Dans d'autres sujets, on le voit décorer la garde républicaine, décorer la police. Mais les résistants, il y en a un derrière, là, comme caché. Oui, il s'agit de Serge Ravanel, qui était le chef militaire de la région de Toulouse. Et c'est un épisode qui illustre, à mon avis, le conflit qu'il y a entre la résistance intérieure et De Gaulle, parce qu'il y a eu un malentendu très net. Et j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'enterrer les maquis. C'est-à-dire que dans certaines régions de France, les maquis contestent un peu l'autorité des commissaires de la République et surtout l'autorité de Gaulle. Et Serge Ravanel aura un entretien avec De Gaulle immédiatement après cet épisode, à Toulouse, un entretien qui durera 1 heure. Et au bout de cette heure, il sera effondré, car il aura compris qu'en fait, De Gaulle lui signifie une sorte de fin de non-recevoir et lui fait entendre, lui fait comprendre que les maquis, les résistants ont rempli leur rôle et que dorénavant le présent et l'avenir appartenaient à De Gaulle et à l'État. Donc il s'agit véritablement d'une restauration. Et vous parlez justement des unités régulières. De Gaulle a toujours privilégié les unités régulières et il a toujours été assez condescendant envers les maquis. Et ce qu'il essaye de faire en ce moment et pendant ses voyages, c'est justement de restaurer les corps constitués, la police, l'État, la fonction publique, etc. Au fond, il va renvoyer les maquisards comme des employés de service. C'est tout à fait ça, et d'ailleurs Serge Ravanel en parle dans différents épisodes, dans différentes interviews, et il dit que lorsqu'il est sorti de cet entretien, ses camarades l'attendaient, les camarades du maquis, et l'attendaient dans une certaine expectative, en espérant qu'il y aurait quelque chose de positif, et en fait, il leur a expliqué ce qu'il en était, et c'est, comme il le dit, ces gaillards endurcis qui s'étaient battus pendant 3 ou 4 années dans le maquis, pleuraient comme des écoliers, en fait. L'enthousiasme se manifeste à l'américaine. Mais la chaleur toulousaine l'emporte et le général de Gaulle réussit à grand-peine à fendre la foule pour arriver au Capitole. Cinquième étape, Bordeaux. Toujours la même simplicité émouvante dans ce cortège qui traverse les villes à pied comme pour mieux les connaître. Et ce sont une fois de plus les acclamations d'une nouvelle ville libérée. C'est Orléans enfin, couverte encore de blessures à vie. Les cris de délivrance saluent le général sur la place du Martroi, devant une statue que tous les Français reconnaissent. Dans la cour des Invalides, le général Koenig remet leurs drapeaux et leurs étendards aux unités de la garde républicaine. Tour à tour, les gendarmes, les gardes à pied et à cheval reçoivent les 3 couleurs qui leur avaient été retirées en 1940. Le palais où dorment tant de drapeaux pris à l'ennemi voit flotter aujourd'hui ceux que l'ennemi avait arrachés du ciel de Paris. La garde retrouve en même temps que ses enseignes son vrai nom de garde républicaine. Premier grand match international depuis la libération, Grande-Bretagne, France libérée. Le général Koenig donne le coup d'envoi. Aussitôt, les joueurs de la Rose, qui ont revêtu la traditionnelle chemisette blanche, prennent la direction des opérations. La maîtrise de l'ailier droit Matthews fait merveille. Et M. Duff Cooper a le sourire. Darby est à l'ouvrage. Il repousse difficilement 2 attaques de Carter. Mais malgré sa grande classe, le gardien français doit bientôt concéder un premier but. Bien que leur goalkeeper soit parfois alerté, les joueurs anglais dominent de plus en plus. Le jeu repart sans cesse vers les buts français. Et c'est Darby qui encore ramasse la balle au fond de ses filets. Les professeurs sont vraiment trop forts.
Et c'est finalement par 5-0 que se solde leur victoire. Sur les routes de la banlieue parisienne se dispute une fois de plus le Grand Prix des Nations. 85 km contre la montre. Et surtout cette année, contre le vent. Voici Boquet. Roux. Carrara. Voici Émile Idé. Caffi. Tesser. Et encore Carrara. Au Parc des Princes, la foule les attend. Et voici la morale de l'histoire, c'est Carrara, un garçon de 19 ans et un amateur qui l'emporte sur les vétérans et les professionnels. Un petit bouquet pour l'amateur. La fée électricité était morte. Ou plutôt, elle avait été endormie par un cruel enchanteur qui avait voulu anéantir ses palais. Usines et postes de transformation détruits, des milliers de pylônes abattus, des centaines de kilomètres de lignes gravement avariées. L'Allemand, en fuite, avait voulu laisser derrière lui, comme toujours et comme partout, des ruines et l'obscurité. Il n'aura pas réussi bien longtemps. Sur les talons même des armées en fuite, un gigantesque travail s'organise. Ce qu'ils appelaient une usine détruite, ce n'est pour nous qu'une usine à reconstruire. Question de vocabulaire. Déjà, on déblaye et l'on se remet au travail. L'industrie ne manque pas de bras. Spectacle admirable. Désormais, on reconstruit plus que l'on ne détruit. La partie va être gagnée grâce à des milliers de travailleurs, ouvriers des différentes spécialités renforcés par des manœuvres anonymes dont certains pourraient trouver de beaux engagements dans les cirques. Et maintenant, les lignes tendent de nouveau à travers la France leur réseau de lumière et de force. L'électricité, libérée elle aussi, a retrouvé le chemin de Paris. Dans les services de dispatching qui répartit le courant à travers la capitale et dans toute la région parisienne, on est content. Bientôt, on pourra faire plaisir à tout le monde. Un geste, un autre, ça y est, ça tourne. Et ça roule. Parisiens, dites merci. À Carrières-sur-Seine, le sol est bouleversé. Les Allemands voulaient détruire là les précieuses réserves qu'ils avaient accumulées et il faut explorer avec soin. Dénicher les dernières mines. Dans un blocus, chaviré mais intact, on pêche encore quelques prisonniers, comme des rats pris à leur propre piège. Et pour nettoyer le terrain, on fait sauter quelques mines dangereuses. Mais l'ennemi n'a pas atteint son but et tout n'a pas sauté. Les FFI veillaient. Grâce à eux, les dernières mèches n'ont pas été allumées. Allons voir les provisions. Dans les carrières aménagées à grands frais, on découvre aujourd'hui intactes les torpilles préparées pour les sous-marins allemands. Les torpilles qui n'ont pas eu le temps de faire du mal et qui semblent aligner bien sagement des bouteilles géantes dans la cave de Gargantua. Jusqu'aux limites de l'Empire, on a fêté la libération de Paris. À Tananarive, sur la place Colbert, M. de Saint-Marc, gouverneur général de Madagascar et le président de la France combattante, adressent à la capitale le salut de la grande colonie. À 10 000 kilomètres des Champs-Élysées, c'est encore l'armée française qui défile. Une foule bariolée, noire et blanche, se répand dans les rues. Ici, comme partout à travers le monde, on s'est senti un peu plus libre en apprenant la grande nouvelle, Paris est libre. Dans la gare de la Chapelle, un train d'essence a pris feu. Mais l'incendie ne sera qu'un incident. Les pompiers étaient là, rapides, courageux, efficaces. Lutter contre le feu donne chaud. Parisiens, ces hommes sont l'armée de votre sécurité. Pensez à eux. Devant le général Revers et M. Luizet, préfet de police, ils manœuvrent sur une grande échelle de 45 mètres. Le
Le matériel présenté par le lieutenant-colonel Camus est prêt à la lutte. Et les pompiers s'y préparent chaque jour. Qui dit pompier dit athlète. Et même un peu acrobate. Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Une seule maison ressemble encore à une maison. Un village réduit à son cimetière d'où les derniers vivants ne peuvent plus s'arracher. C'était le 10 juin 1944. À 2 heures de l'après-midi, les SS sont venus. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Un des rescapés miraculeux nous guide à travers ces décombres atroces. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Même les bébés dans leur voiture. Par cette fenêtre, une femme a pu s'enfuir, une seule. Plus de 1000 morts. Toute la population d'un village de France a été tuée soigneusement, méticuleusement. James Steele, vous êtes un historien britannique, spécialiste de la résistance. Qu'est-ce qu'on peut dire, avec plus ou moins de recul maintenant, et d'années bien sûr, sur l'affaire d'Oradour? Disons que sur le plan humain, c'est toujours aussi inacceptable que ça l'était à l'époque. Sur le plan stratégique, il y a quand même certains éléments, je crois, dont il faut parler. Tout d'abord, dans la région, c'est-à-dire dans les villages qui étaient autour de Montauban, les Allemands avaient caché des transporteurs de tanks. Et ces transporteurs de tanks ont été sabotés par la résistance, systématiquement. Il s'agissait de 2 fillettes de 16 et 14 ans qui, pendant plusieurs nuits, se sont glissées sous ces transporteurs et ont siphonné l'huile des ponts arrière de ces transporteurs. Et ont remplacé cette huile par une huile abrasive qui avait été envoyée par les Britanniques. Ce qui fait qu'au moment où Das Reich, cette division blindée allemande, s'est mise en route pour aller rejoindre le champ de bataille de Normandie, les ponts arrière se sont grippés. Et par frustration, je crois par dépit, par rage, les Allemands ont systématiquement commis des représailles et Oradour, malheureusement, a subi les représailles allemandes. Et alors, la conséquence de ce genre de massacre, c'est que la perception du maquis a été modifiée, a été déformée. Et on a surtout retenu le fait qu'il y avait un rapport entre représailles et activité du maquis. Et on en a voulu au maquis. On a souvent accusé les maquisards d'avoir été la cause de ces représailles. Et je pense que c'est profondément injuste. Et ce qui me frappe, c'est que dans l'été 1944 et à l'automne 1944, le maquis à qui on devrait rendre hommage, en fait, est sur la défensive. Et cela est très bien illustré par une nouvelle qu'a écrite Elsa Triolet en novembre 1944. Elle a écrit une phrase qui résume la situation parfaitement. Elle a simplement dit « Ce n'est pas la résistance qui a créé l'oppression, mais c'est l'oppression qui a créé la résistance. » Spectacle d'exode. Des cars, des camions transportent sur les routes une armée. Quelle armée? L'armée hitlérienne, défaite et désorganisée. À travers la Sologne, cheminent misérablement 18 000 Allemands vaincus qui se sont rendus au FFI. De Châteauroux à Orléans, ils remontent lamentablement sur les routes, encadrés par leurs vainqueurs. Dans des véhicules de fortune, attablés ou indifférents, les soldats invincibles ne sont plus aujourd'hui que des cheminots. Images à la fois grotesques et pitoyables. Nous n'aurons pas de pitié. Cette armée, voici 4 ans, roulait sur nos routes, mais motorisée et surtout en sens inverse.
Trois officiers américains viennent prendre livraison des captifs que les FFI leur remettent. Et le butin s'accumule. Voitures, provisions, désordre. On se croirait à la porte d'un stade. Ou plutôt au marché aux puces. 18 000 hommes ont obéi à un nouveau commandement. Déposer armes. James Steele, dans un livre fameux, Henri Rousseau, a parlé du syndrome de Vichy. Mais on peut se demander s'il n'y a pas un corollaire à ce syndrome, ce serait le syndrome de la résistance. Et précisément, vous venez de nous expliquer comment, d'une certaine façon, les Français en ont un peu voulu à la résistance. Il serait bon de se demander maintenant comment, de l'étranger, on a perçu la résistance française. Vous êtes britannique, pouvez en dire un mot ? Oui, à mon avis, il n'y a aucun doute, les maquisards sont les mal-aimés de la libération. Ça, il n'y a aucun doute. Et il faut dire que les Britanniques ont toujours été plus attentifs à la résistance. D'une part parce qu'ils étaient beaucoup plus proches, d'autre part parce qu'ils les ont armés, ils les ont équipés, ils les ont parfois entraînés. Et par exemple, récemment, lors de la commémoration du débarquement, en Grande-Bretagne, il y a eu des programmes à la BBC, par exemple, sur la résistance. Et la conclusion était que sans les actes de bravoure, mais d'une bravoure qui n'était pas nécessairement reliée au sabotage, par exemple, il s'agissait de dessiner des cartes, d'envoyer des cartes postales, de renseigner. C'est surtout une activité de renseignement. Les Britanniques en ont conclu que sans cette activité-là, le débarquement n'aurait probablement pas pu avoir lieu. Donc il y a un hommage qui est rendu à la résistance de la part des Britanniques. Et qui vous semble plus large, plus réel, et je dirais plus sincère que celui qu'on rend en France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais considéré que le maquis ou que la résistance était responsable de ce qui s'est passé parfois en France au niveau des représailles. Oui. Alors, on va voir maintenant quelque chose de plus grave encore dans les actualités américaines. C'est la scène que nous venons de voir de la reddition des Allemands, ou plus exactement, la suite de cette scène. On ne va pas la voir tout de suite, mais on va la voir dans quelques minutes. Et on va voir que les Américains présentent les événements d'une façon vraiment... Enfin, nous verrons bien. Great Lakes, Illinois. 25,000 sailors turn out for today's big game between Purdue in dark shirts and the white-clad Great Lakes sailors. The first quarter, Ewell of Great Lakes sharpshoots one to Sands. And touchdown for the sailors. First score of the game. Second quarter, Purdue's ball, and the Boilermakers are rolling. Another pass by Purdue. Schultz chucking it for 43 yards. And a beautiful catch by Demanchev puts Purdue in the lead, 12-7. And it's the Sailors' turn. Still the second quarter. Now aerial counterattack by Ewell. In a spectacular end zone catch, Mangold snags it from 3 Boilermakers, and the lead goes back to the Sailors. At the end of the half, it's Great Lakes 14-12. Third quarter, Great Lakes ball. Ewell fumbles it, and it's recovered by Purdue. Purdue's ball now, and they're headed for revenge. The 1-yard line, and Purdue is over to change the lead for the third time, 18-12. Last quarter, Great Lakes ball. And a long, high pass. It's good for a Great Lakes victory through naval air power. Final score, Great Lakes 27, Purdue 18. London, and a grave warning from Prime Minister Churchill that the defeat of Germany may not come until 1945.
From London to Holland, and the grim story of the paratroopers of the 1st Airborne Division, shown here in first actual films of their landing. 6,000 to 8,000 men in this heroic lost patrol, nearly 5,000 of them reported killed or taken prisoner, over 1,000 wounded. From South France, amazing evidence of what Allied strafing has done to the Germans. Mile after mile of burning trucks and tanks, mile after mile of wrecked artillery and equipment. And along these roads of defeat, wrecked Nazis, an army it took years to build in ruins. Elsewhere, Army engineers cleaning up debris with a bulldozer hit an anti-tank mine. Rescue squads rushed to give help to the wounded in precious blood plasma. Perhaps the blood you gave saved still another life. But the pain and suffering of war is mixed with the joy of liberated people in every French village. Kisses from grateful French girls to GIs, and some of the girls carry gratitude to unprecedented lengths. In central France, the greatest mass surrender of Nazis to Americans in this war. 20,000 Germans taken intact with their arms. Our advanced reconnaissance patrol contacted a German vanguard. A patrol led by Lieutenant McGill, who reported the Nazi proposal for surrender to his own commander. James Steele, aux actualités françaises, tout à l'heure, on a vu ces troupes-là être faites prisonnières par le maquis. Et maintenant, on voit qu'elles se rendent aux Américains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est très étonnant, mais je crois qu'au lieu d'expliquer ce qui s'est passé, on va simplement avertir le téléspectateur d'écouter la bande-son avec grande attention ou de lire les sous-titres. Now the official surrender by Nazi General Elster, accompanied by an American interpreter. General Elster, fearing the Maquis, asked that his isolated troops give up to the Americans fully armed. Sound cameras record the dramatic capitulation to our Major General Macon. Sir, you have met General Elster. General, we have met General Macon. Herr General, nachdem die obere Führung durch die Kriegslage gezwungen und Grosse der 3. amerikanischen Armee gemäß den vereinbarten Bedingungen. As the general turns over his revolver, the American interpreter, Lieutenant Colonel Jules K. French, translates. Command over that of his march group has surrendered the units remaining with him because with means in his hands he had not the ability to break through to the German frontier. And on behalf of the Army of the United States, I accept your surrender. A Prussian Junker has just disobeyed his Führer's latest order to fight to the last man, but save himself for leadership in the next war Germany plans. Then General Elster salutes his troops in final farewell. For 12 hours, the Nazis march in, still armed against Maquis attack. German airmen, infantry, and marines in strange surrender. Je crois qu'on a tous bien entendu, les Américains ont laissé des armes qui puissent se défendre en cas d'attaque du maquis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on est déjà en présence d'une entente entre Américains et Allemands, parce que les maquis sont censés être communistes. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est comment expliquer la différence qu'il y a entre les deux actualités. Dans les actualités françaises, on a vraiment l'impression d'une armée en débandade, en déroute. Et on a l'impression que, dans le fond, ils se sont rendus, faute de mieux, au maquis. Ici, on a l'impression, au contraire, d'une armée qui est encore bien armée, disciplinée, équipée et qui se rend aux troupes américaines. Et il me semble que systématiquement, on amenuise le rôle du maquis. Parce que dans les actualités françaises, on n'a jamais dit d'où venait cette armée allemande, on ne nous a jamais dit pourquoi elle était dans un piteux état. Elle tombe, c'est une armée fantôme et n'a rien arrivé. En fait, selon Pierre Lefranc, c'est une des pages les plus glorieuses de l'histoire des maquis. Parce que cette armée
allemande qui a quitté Bordeaux pour rejoindre la Normandie et qui ensuite, vu les événements de Normandie, avait bifurqué vers l'Est pour essayer de rejoindre l'Allemagne, a été constamment harcelée. Et à un moment donné, les maquis et les troupes alliées ont travaillé en commun. Elle a été bombardée, elle a été mitraillée, elle a été massacrée. Et c'est à cause de cela que le général Elster a décidé de se rendre. Donc là, il y a une récupération de la part des Américains. D'ailleurs, on voit bien la façon dont c'est une mise en scène. Et tout ça, c'était une mise en scène pour le cinéma. Et je crois qu'il y a, et là je peux rejoindre, si vous voulez, la première question que vous m'aviez posée, c'était les rapports entre De Gaulle et les Français. Il n'y a aucun doute que De Gaulle est convaincu que la plupart des maquis sont au des communistes. Donc, on voit ressurgir en grand, en clair, l'anticommunisme occidentaux. D'autant plus qu'au moment où nous sommes, les Américains n'ont toujours pas reconnu De Gaulle. Et l'obsession du général De Gaulle et de son gouvernement, c'est d'être reconnu par les anglo-saxons. Et pour l'instant, il attend, et au fond, nous avons fait le silence sur cette monstruosité. On l'a effacée. C'est peut-être une des rares faiblesses de Gaulle, de l'avoir caché pour obtenir cette reconnaissance du monde occidental qu'il n'a toujours pas obtenue. Oui, et c'est pour ça qu'il joue la carte de la stabilité. C'est pour ça qu'il doit enterrer les maquis, qu'il doit instaurer la République et l'autorité des commissaires de la République. Parce qu'il faut absolument un pays stable pour convaincre justement les anglo-saxons. Acres of arms pile up as enlisted men obey instructions. 20,000 of them are counted into emergency stockades without the loss of one GI's life. But today's scoop at Beaugency is not a promise of things to come. Their comrades fight desperately against every inch of Allied advance. One more Nazi army down, the rest of them to go. Washington, and at the International Teamsters Union dinner, President Roosevelt makes his first campaign speech of 1944, mixing the serious with much good humor and satire. Well, here we are. Here we are again after 4 years, and what years they have been. You know, I am actually 4 years older, which is a fact that seems to annoy some people. In fact, in the mathematical field, there are millions of Americans who are more than 11 years older than when we started in to clear up the mess that was dumped into our laps in 1933. These Republican leaders have not been content with attacks on me, or on my wife, or on my sons. No, not content with that. They now include my little dog, Falla. Well, of course, I don't resent attacks, and my family don't resent attacks, but Falla does resent it. You know, Falla's Scotch. And being a Scottie, as soon as he learned that the Republican fiction writers in Congress and out had concocted a story that I'd left him behind on an Aleutian island and had sent a destroyer back to find him at a cost to the taxpayers of $2 or $3 or $8 or $20 million, his Scotch soul was furious. He has
not been the same dog since. I know that the American people, business and labor and agriculture, have the same will, basic will, to do for peace what they have done for war. With that knowledge of our own strength and power, we move forward with God's help to the greatest epoch of free achievement by free men that the world has ever known. Last lap on Dewey's first campaign trip across the country. At Sapulpa, Oklahoma, it's homecoming for Mrs. Dewey, who goes back to her old high school for a few brief moments. The Republican nominee gets a big reception, but it's really Mrs. Dewey's day as they visit with her parents, Mr. and Mrs. Orla T. Hutt of Sapulpa. But then the nation listens to Mr. Dewey as at Oklahoma City's Municipal Auditorium, he lashes back at President Roosevelt's most recent campaign speech. It was a speech of mudslinging, ridicule, and wisecracks. Let me make one thing entirely clear. I shall not join my opponent in his descent to mudslinging. In March of 1940, Mr. Roosevelt had been in office 7 years. Yet the Depression was still with us. We still had 10 million Americans unemployed. Those are not my figures. Those are the figures of the American Federation of Labor. Is that fraud or falsehood? If so, let Mr. Roosevelt tell it to the American Federation of Labor. Let's get this straight. The man who wants to be president for 16 years is indeed indispensable. He is indispensable to Harry Hopkins, to Madam Perkins, to Harold Ickes. He's indispensable to Sidney Hillman and the Political Action Committee. We need a new high standard of honesty in the government of the United States. We need a whole-souled devotion to the building of a people's peace that will last far beyond the lives and friendships of any individuals. Secret fuel for an amazing secret weapon, the Elias new flame-throwing tank. Even the men who drive them don't know the formula of the fluid used. But when they press the trigger, a giant tongue of flame shoots out. Over 80 yards of searing red-hot fire. Tanks that are literally hell on wheels. Tanks throwing liquid hell as we race forward on the blazing battlefields to Berlin. One of the most thrilling stories of the war, the Red Devils' invasion by air to outflank the Siegfried Line from the Netherlands. Men of the Allied Airborne Army dropped by the thousands in Holland to spearhead a new drive around the line. Then the Germans encircled them, and the 2nd British Army sped northward to the rescue. And from England come first pictures of these men, shown with General Eisenhower before their historic flight. These are the men who made up the famous Lost Division, heroes who fought alone for 7 terrible days. At this secret base, Lieutenant General Louis Brereton makes final plans
for the invasion, one of the greatest airborne operations in military history. Thousands of men received last-minute orders, then checked their weapons and ammunition. Dutch and German money is issued. No detail is forgotten in this complex pattern for invasion. A pin-up girl goes along for the ride. Then the tense, almost unbearable moments before the takeoff. 17 times the Allies had prepared to drop paratroops behind German lines. 17 times the plan was abandoned because of the speed of our ground forces' advance. This is number 18. This is it. Destination, Holland. Scenes like these as our sky troops head for an amazing battle that thrilled the world. Troops whose heroism points the way to quicker victory in Europe. The world will long remember them, the heroes of Arnhem, the Allied Airborne Army, who wrote history in the skies. James Steele, d'un point de vue britannique, les choses vont sans doute globalement bien, mais techniquement assez mal. D'où le discours de Churchill. Il y a d'abord le fait que les V1 et les V2 qui arrivent créent non pas une panique, mais quand même la peur de quelque chose de dramatique, et c'est l'Angleterre qui est en première ligne. C'est le premier point. Deuxième point, Churchill a trop le sentiment que les Américains sous-estiment la capacité de résistance de l'armée allemande, d'autant plus que maintenant ces Allemands vont se battre sur leur propre sol et que ça va dynamiter leurs énergies. Et puis alors, il y a aussi Arnhem, le drame d'Arnhem, dont on dit peu de choses là, ou du moins on en parle, mais pas en disant la vérité. Car dans ses mémoires, Churchill lui-même triche avec l'histoire d'Arnhem. Il dit que ça a été finalement un succès, alors qu'on sait que ça a été au contraire un drame, surtout pour les Britanniques. Alors, comment se présente globalement cette situation d'Arnhem? Comment vous expliquez ce coup de dé? Le coup de dé est largement le résultat d'une stratégie britannique. C'est ce qu'on appelle le crochet du gauche, c'est-à-dire essayer de déborder la ligne Siegfried. Mais c'est une stratégie qui s'opposait à la stratégie américaine, qui, elle, était une attaque frontale sur un front très large. Et c'est une idée britannique, c'est Monty, donc le général Montgomery, qui est allé voir Eisenhower à mi-août et qui lui a soumis ce plan. Et Eisenhower a longtemps hésité, parce que Eisenhower était plutôt en faveur de l'attaque frontale. Et finalement, il a donné le feu vert à cette expédition de parachutistes, qui était donc une expédition alliée. Mais malheureusement, il a tergiversé pendant une dizaine de jours, ce qui fait que quand les Alliés sont arrivés à Arnhem, les Allemands avaient eu le temps de se regrouper. Bon, il y a eu d'autres éléments, il a fait mauvais, etc. Il y a eu des malentendus aussi, on n'avait pas été bien informés concernant la concentration des blindés allemands. Mais je crois que le plus grave, c'est peut-être un fait qui est passé plus ou moins inaperçu. C'est qu'on avait retiré à Monty le commandement unique des forces terrestres la première semaine de septembre. Il ne s'agissait nullement d'une pénalité, c'était quelque chose qui avait été prévu longtemps à l'avance, puisqu'on avait donné à Monty le commandement unique des troupes terrestres pour le débarquement et pour la suite logique du débarquement. Mais maintenant, on avait de bonnes assises. C'était, si vous voulez, la deuxième phase de l'opération Overlord. Et là, il avait été convenu que les commandements seraient triples, c'est-à-dire qu'il y aurait Monty, Bradley et Devers, et que tous relèveraient de Eisenhower. Et donc, il y a un conflit au niveau stratégique. Est-ce qu'on fait une attaque frontale ou bien est-ce qu'on fait cette attaque surprise, crochet du gauche? Et Eisenhower a hésité et plus ou moins satisfait tout le monde. Ce qui fait que, lorsque Monty a vraiment eu besoin de renforts, au moment où il s'est rendu compte que la situation était dramatique, il n'a pas pu utiliser les réserves américaines puisqu'il n'était plus général en chef unique. Et Eisenhower a refusé de lui donner ses renforts puisqu'il en avait également promis à Bradley. Alors je crois, si vous voulez, que toute l'aventure de Arnhem symbolise parfaitement la situation anglaise. Vous avez parlé de Churchill, vous avez parlé de son pessimisme. Churchill est également pessimiste parce qu'il sait que l'Angleterre est sur les genoux. L'Angleterre a tout donné. Et par exemple, tous les renforts en hommes, en matériel, qui débarquent sur le continent après le débarquement, après D-Day, sont américains. Monty n'a plus aucune réserve britannique. Donc, si vous voulez, c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un tournant dans l'histoire du monde.
Parce que Churchill a compris que Arnhem, qui a failli réussir, ils étaient à 2 doigts de la réussite, il aurait suffi de 2-3 divisions supplémentaires peut-être pour faire la jonction. Churchill a compris, dans son fort intérieur, que la Grande-Bretagne avait encore du génie, la stratégie militaire était impeccable, mais qu'elle n'avait plus les moyens de ce génie. Mais il y a encore quelque chose de plus grave qui s'ajoute à ce que vous venez de dire, c'est que les Américains, dans ces actualités, effacent le rôle des Anglais. On a l'impression qu'Arnhem, c'est eux. Tout à fait. Et comment ça s'est passé en réalité? Mais en réalité, il y avait 3 ponts à prendre, 3 ponts à occuper. Et les 2 premiers ponts ont été occupés, ont été pris en grande partie par des troupes américaines. Mais le 3e pont, c'est celui qui a fait problème, en fait. C'était largement des Britanniques et des Polonais. Il y avait des parachutistes polonais. Et donc, ce sont vraiment des Britanniques qui ont fait preuve d'un héroïsme extraordinaire. Et d'ailleurs, leur héroïsme s'explique puisque c'était une compagnie qui avait fait déjà la campagne d'Afrique, qui avait été actif en Italie, qui était donc très bien soudée. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu faire une résistance remarquable. Mais je pense qu'il faut également tenir compte du fait que nous sommes presque en pleine campagne présidentielle américaine. Et je crois qu'on peut expliquer l'attitude d'Eisenhower. Parce que Eisenhower, semble-t-il, était convaincu de la valeur du plan de Monty, mais ne pouvait se permettre de prendre le risque, par exemple, d'arrêter les Américains, de renforcer Monty, parce que Monty aurait quand même pu échouer. Et comment est-ce que Roosevelt aurait pu expliquer ça à l'électorat américain? Donc je crois qu'on voit ici la politique qui domine de nouveau, la politique qui dicte la stratégie. Et quand on sait par exemple ce qui s'est passé en Pologne aussi, où la Pologne a largement été la victime de la campagne présidentielle américaine, puisque Roosevelt aurait dit à Staline au moment de Téhéran, pendant 1 an, je ne peux pas prendre position sur la Pologne, ce que Staline a parfaitement compris. Donc on voit très bien maintenant en 1944, en automne 1944, que c'est le politique qui commence à dominer de plus en plus. Et alors ce qui n'est pas grave puisque les Alliés ont gagné, mais ce qui est symptomatique, c'est qu'après Arnhem, le front allié n'a pas du tout progressé jusqu'au printemps 1945, et c'est définitivement la stratégie américaine qui prend le dessus. Mais alors comment vous expliquez que, bien des années plus tard, Churchill, dans ses mémoires, crédite quand même les Anglais de ce succès? Parce que je ne sais pas si vraiment il le crédite de succès. Moi, j'ai en tête une lettre qu'il a écrite quelques jours plus tard, et je pense que c'est peut-être plus valable au point de vue réaction. Il a écrit une lettre au maréchal Smuts, qui était donc Premier ministre sud-africain, qui était un ami intime. Et le maréchal avait écrit à Churchill un genre de condoléances en lui disant « c'est affreux, c'est un désastre, etc. » Et Churchill lui dit « non, il faut remettre ça dans le contexte. » Il dit « c'est un échec », il reconnaît que c'est un échec en fait. Mais il dit « je suis quand même satisfait de voir que j'ai encore des généraux imaginatifs et audacieux. » Et par ailleurs, ça a quand même permis de créer une saillie en Hollande qui a été rapidement renforcée. On a ensuite pu débloquer l'estuaire d'Anvers. Et donc, il y a quand même un bilan qui est négatif au niveau des pertes humaines, négatif au niveau de l'échec, parce que le but visé n'a pas été atteint, mais positif quand même, puisqu'on a quand même réussi à imposer une présence alliée en Hollande et qui sera une bonne base de départ pour la campagne de 1945. Donc entre la mémoire, la politique et l'histoire, James Steele, vous avez essayé de faire le point, merci. C'était délicat sur Arnhem, un problème qui touche les Britanniques, et c'était surtout délicat pour les Français quand vous avez parlé de la résistance. Merci. Je vous remercie. La prochaine fois, Histoire parallèle, nous verrons des actualités américaines et allemandes.